Bonjour Alexandre, Bonjour. je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour Cointribune. On est à Biarritz, à Surfing Bitcoin 2023. Tout à fait. Comment ça se passe aujourd'hui, cette édition, pour toi? Ça se passe très bien, j'ai fait un certain nombre de conférences. Je trouve que les sujets sont intéressants. Après, la difficulté avec le sujet Bitcoin, c'est que comme sa force et son inertie, j'allais dire, c'est justement d'autant plus difficile de se renouveler chaque année sur les thèmes, sur l'ambition intellectuelle qu'on veut porter sur certains sujets. Mais je trouve que là, cette année, les thèmes sont bons, les intervenants sont bons. L'orientation même c'est ce que voulait Jonathan et Joss de Stack Inside, c'est que justement l'événement soit peut-être un peu moins grand public et qu'il soit plus corporate, intermédiaire, ce qu'on veut. Un peu plus technique aussi? Ouais, alors oui, ça, si tu fais le workshop sur effectivement Lightning Network. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à l'an dernier, il y a moins d'animosité, parce qu'il y avait eu quelques débats qui étaient un peu envenimés. Et donc ça, c'est bien. Donc globalement, non, ça se passe très bien, c'est content. Puis moi, je réitère que, c'est important d'avoir un événement comme ça, parce qu'il est fait par des gens qui ont des vraies convictions sur Bitcoin, etc. Deux, c'est important qu'il soit en France. Déjà, c'est bien pour notre rayonnement. Et trois, c'est même cool qu'il soit, j'allais dire, en dehors de Paris, ne serait-ce que pour montrer qu'on se passe des choses en dehors de Paris. Après, c'est toujours la même chose, quand tu fais un truc à Biarritz fin août, a priori, c'est plus difficile de ramener les corporates. Mais bon, on ne peut pas avoir tout dans l'opération. Je suis bien d'accord. Et je partage aussi ton avis sur le fait que c'est bien de aussi décentraliser un petit peu les conférences et choses comme ça. En fait, toi, tu parles bien sûr du Bitcoin, mais tu t'en sers un petit peu de façon plus large pour développer une réflexion autour de la monnaie en général. Est-ce que selon toi, c'est un bon point d'entrée aussi le Bitcoin pour aider à s'intéresser au système monétaire dans son ensemble et aussi à ses dérives? Oui, alors je ne sais pas si j'essaie de proposer une réflexion monétaire. Je ne suis pas monétariste, je ne suis même pas économiste. Moi, je suis quelqu'un d'assez généraliste. Je suis très curieux, j'ai beaucoup de passion intellectuelle. Globalement, les choses qui m'intéressent sont des choses qui sont complexes, en règle générale systémiques, assez politiques. Donc j'aime beaucoup l'énergie, la géopolitique, l'histoire, des choses comme ça. Et effectivement, j'essaye d'avoir une lecture de ce nouvel objet ovni qu'est Bitcoin à la lueur de plusieurs disciplines, ou en tout cas courants de pensée, thèmes, thématiques. Donc l'an dernier, j'ai parlé de souveraineté, de géopolitique, etc. Et je le disais sur scène pendant ma conférence, c'est que voilà, d'un côté, j'aime bien traiter des sujets qui ne sont pas forcément consensuels parmi les bitcoiners, parce que je pense qu'il y a une richesse dans ce sujet-là, qui est de prendre Bitcoin, de supposer que c'est une monnaie en devenir, et donc de se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire pour notre société. Ce débat il est potentiellement sans fin. Et donc c'est intellectuellement très stimulant. Donc je ne sais pas si j'essaie de proposer une réflexion sur la monnaie, j'essaye de me dire si c'est utilisé comme monnaie, et je pense que ça le sera ou que ça le devrait l'être, eh bien qu'est-ce que ça veut dire pour la société, sur la géopolitique, sur la souveraineté, pour l'environnement, pour l'énergie, pour les nations, pour les individus, pour la liberté, etc. etc. Et oui, pour répondre à l'autre question, je pense que en réalité, Bitcoin n'est pas un bon point d'entrée pour Bitcoin. Parce que si on essaye de prendre quelqu'un qui ne s'intéresse pas au sujet ou qui ne le connaît pas et que tout de suite on dit Bitcoin, 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 en fait le problème que ça pose, c'est qu'on essaye de lui vendre la solution avant d'avoir parlé du problème. Et donc, mécaniquement, en règle générale, la personne va être hermétique. Je rajoute à ça l'enjeu malheureusement moral et idéologique, qui est particulièrement le cas sur, par exemple, le sujet de l'environnement, où comme le Bitcoin a été présenté des années comme le pire cataclysme environnemental que la Terre ait connu depuis la création de l'univers, eh bien en fait, il y a un blocage psychologique chez beaucoup de gens qui s'intéressent de très 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 loin et qui l'ont découvert via un prisme où l'entièreté de leur entourage leur dit ça ne sert à rien, c'est de la merde, c'est ça. D'ailleurs, on se souvient de l'article, tu en parlais sur ton blog, l'article qui prédisait qu'en 2020, le Bitcoin consommerait l'entièreté de l'énergie de la planète. Et en fait, ça n'empêche pas les gens de continuer de faire ce genre de choses d'ailleurs, mais là où je voulais en venir, c'est que c'était aussi une des questions qui a été posée par le public là, dans la conférence, c'est que si on veut attirer des personnes, ou en tout cas les intéresser, parce que le but c'est pas non plus attirer, ça fait secte, genre rejoignez-nous. Non, là le but c'est plus de poser des questions d'intéresser. En fait, si on veut faire ça, il faut, autant que faire se peut, repousser le moment dans la conversation où on va mentionner le mot Bitcoin. C'est-à-dire que si on parle à quelqu'un dont l'intérêt c'est de l'environnement, il faut parler du problème. Est-ce que tu sais comment le système monétaire fonctionne? Est-ce que tu sais ce qu'il fait aux agents économiques? Est-ce que tu sais qu'il favorise la consommation? Penses-tu que c'est compatible avec la sobriété? Mais si c'est pas compatible avec la sobriété, comme
tous les organes réputés, le GIEC et autres, nous disent qu'on ne peut pas s'en sortir sans sobriété, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un problème? C'est incompatible. Et en fait, tant que la personne n'a pas dit oui, effectivement, il y a un problème, donc elle a acquiescé, c'est-à-dire que tu l'as amené à la conclusion du premier raisonnement qui est de dire il y a un problème, ce problème existe. Effectivement, à partir de ce moment-là, tu dis ok, donc un problème, on est d'accord sur le fait qu'il y a un problème. Ah, maintenant, la question c'est quoi la solution? Et en fait, mécaniquement, tu vas être intéressé à lui dire il y a une alternative à ça qui serait tu peux même continuer le processus sans mentionner Bitcoin. Tu peux très bien dire mais si jamais on avait une monnaie finie par exemple, si on avait une monnaie rare, si on avait une monnaie, mais dans ce cas-là c'est vrai qu'il faudrait qu'elle soit numérique si on veut qu'elle soit adaptée au monde actuel, etc. Bon, là ça fait un peu cheval de Troie, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que dans le concept, le plus longtemps on peut éviter de parler de Bitcoin, le plus on évite ce biais idéologique et genre la porte fermée de ah non mais Bitcoin c'est caca, donc je ne veux pas entendre parler. Alors que tu vois, si la personne se rend compte qu'en fait tu es en train de lui parler de Bitcoin alors qu'elle vient de dire oui là pendant 2h30, en fait ça devient pas Bitcoin c'est caca, je me ferme, ça devient si là je lui dis Bitcoin c'est caca, je réfute tout ce que je pense là depuis 1h30 ou 2h30 de manière parfaitement honnête intellectuellement. Donc il devient en dissonance cognitive avec lui-même. C'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'il y a une image de Bitcoin qui a été fabriquée au cours des ans et qui est à prendre en compte dans même si on n'aimerait pas passer par des le Velux, la fenêtre, c'est ça. Quand même, on doit le faire pour... on doit le faire, je ne sais pas. Si si un de vos objectifs, c'est d'en parler autour de vous et de convaincre des gens, oui, ayez ça en tête. J'allais dire, c'est pas un sujet en soi. Ça fait un peu propagande quand même. Non, ça fait militant. Militant, ok. Ça fait militant et c'est précisément ce que j'allais dire, c'est que ce débat-là, il est vieux comme l'humanité parce que c'est le débat sur le militantisme. C'est à quel point tu dois concevoir, j'allais dire ta lutte, pour reprendre un terme de gauche, mais tu dois concevoir ta lutte comme étant un moyen d'obtenir ta fin pour laquelle tu milites. Et donc les courants militants sont traversés de ça, mais partout. Tu prends un sujet comme le féminisme. Est-ce que tu dois faire des actions violentes, pas violentes? Est-ce que tu dois faire ci, faire ça? L'écologie, c'est la même chose. Est-ce que tu dois faire de l'écoterrorisme ou pas? Et toutes ces questions traversent tous les mouvements militants. Donc là, j'allais dire, si je prends l'exemple de l'écoterrorisme, moi je préfère dire que j'ai une façon de convaincre qui consiste à être pédagogique et à être didactique, c'est-à-dire à parler du problème puis de la solution, plutôt que d'être braqué sur moi, ma vision de non, c'est ça la solution et je le sais déjà, pour embarquer la personne et obtenir son adhésion. Et ça, c'est effectivement une réflexion militante. Mais tout le monde n'a pas envie d'être militant. Il y a des gens, ils sont convaincus, et puis voilà, ils le gardent pour eux, et puis très bien. En tout cas, tu n'es pas un terroriste du Bitcoin. Non, oui, j'ai eu cette conversation il n'y a pas si longtemps que ça sur l'écoterrorisme, mais par exemple, je suis environnementaliste, je ne suis pas écoterroriste, je considère que si tu en arrives au point de considérer que c'est bien de péter des trucs, tuer des gens parce que tu considères que ton combat est le bon, ce qui est le cas pour préserver la planète, le problème c'est que tu introduis la subjectivité que la fin justifie les moyens, y compris tuer des gens et faire du terrorisme, et donc tu justifies aussi que n'importe qui d'autre qui vient te voir en disant moi j'ai un combat qui est bon, tu viens de lui justifier le terrorisme. En l'occurrence, l'écoterrorisme, ça n'existe pas vraiment pour le moment. Si, bien sûr que si. Des gens qui sabotent des pipelines, des gens qui sont à fond des prises d'otages, des gens qui... Pour l'instant, on n'est pas arrivé jusqu'au meurtre. On n'est pas arrivé jusqu'à des trucs de l'ordre du massacre de masse. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a toujours tendance, pour accélérer un combat qu'on pense juste, à un moment donné, quand on est confronté à des barrières intellectuelles ou à des barrières administratives, peu importe, à se dire est-ce que j'accélérerais pas le mouvement avec de la violence? Et la violence, globalement, l'histoire est une mine d'or pour se rendre compte que la violence est particulièrement utile en règle générale pour accélérer les choses. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on légitime la violence, point. Pas que pour son combat. Donc ça veut dire que si on fait ça, il faut être prêt à ne pas se plaindre si jamais quelqu'un qui pense avoir un combat juste vient cramer ta maison. Parce que lui aussi estimera qu'il a un combat juste et que du coup la fin justifie les moyens. Ouais, donc c'est plus une réflexion morale que tu as sur... C'est pour ça que l'intérêt que je porte à la solution Bitcoin sur l'environnement, c'est que je dis que c'est libre. C'est que je n'impose pas, je n'ai pas tué de qui que ce soit pour le faire, chacun le fera. Et si jamais c'est élu comme système monétaire, chacun sera libre de se contraindre là où il le souhaite. Et donc il n'y a pas de côté coercitif, etc. Je précise que je ne suis pas contre le principe de coercition. Par exemple, je suis pour le principe de l'État, la violence légitime, etc. Donc je ne dis pas que la coercition est toujours mal, mais je dis qu'il y a un équilibre à trouver et que, attention, justifier la violence légitime en dehors de l'État pour une cause qu'on considère juste en tant que militant ne peut conduire qu'à la justifier tout court pour tout le monde. Et ça, en fait, là tu sors de la société, en fait. Ça veut dire que tu sors, tu sais pas si tu vas être tué, mon voisin il pense qu'il a raison.
Et en fait, tu n'as plus de débat démocratique. La démocratie, c'est quand même censé être la transformation de la violence physique en violence verbale, ce qui te permet d'expier un petit peu tout ce que tu veux te dire et de traduire ça dans la démocratie des votes des urnes. Alors justement, toi, tu as repéré la monnaie comme étant ce qui nous relie un petit peu tous et ce qui est une action de coercition, entre guillemets, sur l'ensemble de la société. Donc c'est un levier d'action qui est formidable. Et donc ce que tu développes comme idée, c'est que cette monnaie, enfin la monnaie fiat, euro, etc., telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est paramétrée d'une certaine manière, de manière insidieuse, ce qui nous pousse à la croissance, à la consommation. Ça nous pousse à la consommation et la croissance, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est parfaitement accepté en économie, j'allais dire classique, en tout cas classique d'aujourd'hui, que effectivement une des raisons pour lesquelles on vise de l'inflation, c'est que l'inflation évite la thésaurisation, qui est un peu le diable de la quasi-totalité des économies. C'est-à-dire les gens qui thésaurisent ne font pas travailler leur argent, donc ils restreignent la croissance, donc ils nous font perdre du temps, quoi, en gros. Donc effectivement, le but de l'inflation, c'est de faire consommer. Et c'est même pas caché, c'est le but officiel annoncé. Et donc, ce qui, moi, me choque, c'est que dans cette assertion, qui est une assertion assez simple, si on a un système économique monétaire, monétaire, c'est-à-dire le centre de l'économie, le thermomètre utilisé partout, par tout le monde, dans tous les sens, de tous les individus, dans tout temps, en tout lieu, si ce truc-là, qui est systémique, holistique, eh bien, il est orienté vers la non-sobriété, en fait, on ne peut pas du coup faire de la sobriété, c'est pas possible. C'est être le saumon qui remonte sa rivière avec une pente de 90 degrés et alors qu'il y a tous ses potes saumon qui lui tombent sur la gueule. Oui, tu peux avoir un comportement individuel au prix de la perte de ton capital, parce que tu te fais avoir par l'inflation, au prix de la pression sociale de tes voisins qui vont augmenter leur niveau de vie alors que toi non, au prix de tellement de choses qu'en fait, c'est condamné à être des mouvements individuels. Tu peux arrêter de prendre l'avion, effectivement. Et tout seul à le faire, c'est un peu con. Et ça exige une sobriété et une violence forcée sur soi-même qu'il faut être en capacité de tolérer. Et ça, moi, je le prends beaucoup moins maintenant, mais moi, je peux le faire parce que, justement, je suis suffisamment aisé pour que mes besoins normaux soient satisfaits. Donc, je choisis de le restreindre à dessein. Mais ce faisant, ça crée ne serait-ce que des conflits parce que des amis veulent aller en voyage, j'ai pas envie d'aller avec vous. Bon, du coup, je fais quoi? J'arrête d'avoir une activité sociale. Donc, sans compter même le fait d'avoir le temps de penser, tout ça, d'avoir bien sûr. Voilà, aussi l'envie. C'est pour ça que le système monétaire est insidieux, c'est que c'est inconscient. C'est que vous êtes incité à consommer sans vous en rendre compte. En fait, vous vous en rendez pas compte parce que personne, au moment d'un achat, se dit tiens, est-ce que mon épargne vaut 7% d'inflation par an? Est-ce que je consomme ou pas? C'est plus que socialement, maintenant, c'est un fait communément accepté par tout le monde que, effectivement, l'épargne n'est peut-être pas la solution la plus adaptée. Si j'attends, je ne pourrais pas acheter aussi bien demain, donc il vaut mieux que j'achète aujourd'hui. Il y a une promotion sur les machines à café, je vais acheter ma 14e machine à café. Je ne dis pas que c'est monofactoriel, il n'y a pas que la monnaie qui joue là-dedans. Mais la monnaie a ça, qu'elle est systémique et holistique. Elle est partout. Donc elle incite tout le monde, tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'effectivement j'ai une réflexion là-dessus. C'est que je pense que c'est un nœud gordien du problème qu'il faut résoudre, donc conditions nécessaires, pas suffisantes mais nécessaires. On ne pourra pas faire de sobriété sans changer de système. Conditions suffisantes mais pas nécessaires mais pas suffisantes. Exactement. Dans ce sens-là. On a connu ces derniers jours une grosse canicule, des records historiques un petit peu partout en France. En Europe, des incendies, notamment en Grèce en ce moment. On commence un petit peu à avoir des changements concrets dans notre environnement dus au dérèglement climatique. Toi, c'est quelque chose que tu prends vraiment en compte dans ton analyse et aussi que tu relis avec le Bitcoin. Comme tout raisonnement probabilistique, je suis mal à l'aise avec la façon dont ça a été formulé à l'instant. C'est-à-dire que la réflexion sur le changement climatique nous conduit à constater que la probabilité d'événements extrêmes, de canicules, aux États-Unis augmente. Et donc ça, sur le temps long, tu dézoomes, tu fais effectivement, ça fait, 19 mois là de suite qu'on est au-dessus des temps normaux de saison. Et, oui, effectivement, là ça commence à... etc. Mais le problème à transformer ça sur les événements particuliers, c'est-à-dire à dire, regarde, là on est en canicule, c'est que tu ouvres la porte à la critique facile, qui est de dire, ouais mais enfin il a toujours fait chaud. Et en fait le problème c'est que si tu es très rigoureux intellectuellement, effectivement, le raisonnement systémique je ne peux pas affirmer
que la canicule actuelle est due au changement climatique. Je ne peux pas l'affirmer parce que je ne peux pas établir cette causalité. Ce que je peux établir comme causalité, c'est le fait qu'on s'en tape tout le temps depuis... C'est qu'il y a une tendance. Exactement. Ça je peux l'affirmer. Et donc de dézoomer et de dire ça fait 20 ans, je ne sais pas combien de temps qu'on tape encore plus, que les surfaces cramées augmentent, que les nanana. Mais sur une année particulière, tu ne peux pas le dire, sinon c'est pas rigoureux intellectuellement. Et donc le problème, c'est que c'est pas une question de juste être rigoureux intellectuellement, c'est une question de si tu le fais, tu as ouvert la porte à une critique, et potentiellement cette critique, si elle est assez intelligente pour venir t'attaquer là-dessus, elle va décrédibiliser tout le reste du discours. Alors que tout le reste du discours, tu es en mode mais non, mais tout le reste, c'est béton, pourquoi et tu te sentiras un peu coupable d'avoir niqué tout le reste du discours juste parce que tu as ouvert sur le fait d'avoir justifié un phénomène particulier par le changement climatique. Fermeture de parenthèse très longue. Donc, est-ce que je l'intègre je suis un peu en retard, je dirais, sur les sujets, par exemple, de biodiversité, que je maîtrise moins bien. Qui est aussi très important. Qui est très important, mais je suis honnête que je les connais moins, je ne peux pas tout savoir. Donc c'est des sujets qui m'intéressent, mais intellectuellement, j'arrive pas à m'y intéresser autant. Donc je le fais malgré moi parce que je sais que c'est important, mais je n'arrive pas à me motiver autant. Je suis rentré dans l'environnement par la porte énergie, parce que j'aime la géopolitique, l'histoire, etc. Donc en fait, il y avait des vrais enjeux géopolitiques de souveraineté, et par le biais de l'énergie, je suis rentré dans l'environnement. Mais sur d'autres sujets, j'aimerais bien avoir instinctivement l'intérêt pour ça, mais je n'y arrive pas. Donc voilà, je suis obligé de me faire violence, mais je ne pourrais pas dire que je suis un expert de la biodiversité, c'est pas vrai, et il y a moult facteurs que je ne connais pas. On ne peut pas tout faire non plus. Voilà, on ne peut pas tout faire. J'intègre ces réflexions dans ce que je constate dans mon raisonnement d'environnement, mais pour l'instant, ma façon, c'est de rester curieux sur des tonnes de sujets et ensuite d'essayer d'éclairer Bitcoin à la lumière de ces autres choses-là. Donc oui, je m'en nourris, et après je regarde Bitcoin et j'essaie de proposer quelque chose d'autre sur Bitcoin, quitte d'ailleurs à ce que ça ne remplisse pas le consensus total sur la communauté des Bitcoiners, mais qui va être amené à évoluer de toute façon. Personne ne parle, je ne sais plus qui disait ça l'autre jour, mais personne ne parle de la communauté des interneteurs. On s'en fout, maintenant tout le monde utilise Internet. C'est vrai. Donc il y aura dans les Bitcoiners des gens qui seront X ou Y, et donc voilà, il faut essayer de proposer d'autres réflexions, et j'essaie de le faire. Pas toujours avec Mayo, mais on ne sait pas. J'aimerais qu'on rentre donc dans le cœur du sujet, qui était aussi le sujet de tes diverses interventions, notamment la dernière table ronde que tu as faite sur où se situe Bitcoin sur le spectre de l'écologie et de la sobriété. Ouais. Comment tu perçois cet objet monétaire non identifié, on va dire, qui fonctionne avec de l'énergie, des fermes de minage, qui est un petit peu à la jonction de la technologie, d'une monnaie, de tout ça. Comment tu l'intègres, toi, dans cette démarche de sobriété que tu promeus Ouais, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi la sobriété est souhaitable et nécessaire. D'abord pour une raison philosophique, parce que la sobriété c'est la liberté, on évite de la dépendance. Donc j'utilisais l'exemple des addictions, hein. Personne ne naît accro à la cigarette, mais en fumant tu deviens accro, et une fois que tu es accro, si ton bonheur dépend d'un truc extérieur, en fait tu te fais avoir, quoi. Et donc il y a un côté, dans la sobriété, il y a aussi un côté liberté, parce que moins tu dépends, plus tu es libre, plus tu es heureux. Je le fais en version très simple. Et ensuite, effectivement, les autres raisons, c'est les raisons physiques, de finitude des ressources, et des raisons climatiques qu'on vient d'évoquer, où même si les ressources étaient infinies, en fait, il faudrait quand même faire de la sobriété, parce que sinon on va avoir un problème majeur et existentiel. Donc comment je le situe là-dedans? Moi, la réflexion que j'essaie de proposer, c'est de dire Bitcoin, c'est la monnaie qui relie, qui relie, pas au sens juste relier, mais qui lie, donc il lie à nouveau l'économie au monde terrestre. Alors ça peut paraître paradoxal, parce qu'on se dit c'est une monnaie numérique, virtuelle, etc. Mais non, parce que précisément, elle demande de l'énergie pour être créée. Donc en fait, chaque Bitcoin existant aujourd'hui est une preuve passée d'énergie. Et donc ça, effectivement, je le dis dans l'article, c'est qu'il y a une différence fondamentale, presque anthropologique à ça, c'est que si la monnaie qu'on utilise, c'est une preuve d'énergie passée, ça veut dire que je suis contraint dans mon développement économique. Ça ne veut pas dire que je suis empêché dans mon développement, ça veut dire que je suis contraint par les lois de la physique, par ma capacité à extraire de l'énergie et à l'utiliser de manière productive. Et donc, ça va me contraindre à la fois sur l'épargne, sur l'investissement, et ça va me rendre plus exigeant sur qu'est-ce qu'un investissement productif, rentable, etc. pour l'humanité en général. Et donc, cette reconnexion avec l'énergie, c'est-à-dire le monde physique, permet en fait d'arrêter cette illusion totale qui est de dire on va croître de manière infinie sur une planète finie. La seule raison pour laquelle on le croit, c'est que je peux créer de l'argent autant que je veux.
Et donc la différence avec la monnaie actuelle, c'est que la monnaie actuelle n'est pas une preuve d'énergie passée, c'est une promesse d'énergie future. Et donc c'est pratique parce que comme c'est une promesse, elle n'engage que ceux qui y croient. Oui, c'est une dette. C'est une dette, mais c'est une dette donnée à des gens qui n'existent pas encore. C'est ça. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut faire rouler la dette. Donc en fait, si au moment d'arriver de la rembourser, je ne sais toujours pas le faire, en fait j'ai juste à le faire rouler aux gens d'après. Donc la différence fondamentale, c'est que du coup, ce n'est plus la physique et l'énergie qui contraint l'économie, c'est les anticipations des agents économiques sur le futur. Mais ça, c'est parfaitement manipulable. Et c'est ce que fait la Banque centrale à travers ses taux d'intérêt. Un taux d'intérêt en économie, c'est simplement le prix de l'incertitude future. Donc si le taux est très élevé, le futur est très incertain, et donc je vais épargner beaucoup parce que j'ai envie de me prémunir contre le futur qui est incertain. Si le taux est très bas, on s'en fout. Le futur, il est parfaitement certain, il est tellement certain que les taux négatifs nous disaient le futur est plus certain que le présent. Ce qui n'a aucun sens, complètement absurde, mais quand on nous envoie le message en tant qu'agent économique que demain est hyper certain, plus certain qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt d'épargner? Aucun. Donc en fait, je n'épargne pas, je consomme. Et je consomme autant que je le peux, toujours plus. Parce que je n'ai pas de raison de me contraindre. Et ça, c'est manipulable, ce que je disais. Donc si je peux baisser les taux à moins 5, moins 10, si j'ai envie, je viens de défoncer les anticipations des agents économiques qui sont persuadés que demain est hyper certain. Et donc, hop, c'est la cigale et la fourmi. Quoi. Donc, il me semble que les taux négatifs, c'est plus d'actualité. Non, c'est plus d'actualité, mais ça l'a été. Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est remonté, bien sûr. Maintenant, on est à 4-5, mais ce que je veux dire, c'est que le système économique en est arrivé à un point où ça a été une réalité que de payer de l'argent pour prêter à quelqu'un. Pour emprunter, ouais. J'aimerais bien faire ça aussi à titre personnel. Oui, voilà, mais on voit très bien la perversion de la chose. C'est-à-dire que si vous êtes payé pour emprunter de l'argent, en fait, je vais emprunter de l'argent, mais à balle tous les jours, et je vais acheter 3 immeubles, et alors oui, je vais relancer l'économie, mais ce que je disais dans la table ronde, c'est que tout ça, c'est de la croissance fictive. C'est de la croissance fictive qui est empruntée aux générations futures, mais dont l'emprunt n'est pas solvable. Il n'est pas solvable parce qu'il n'est solvable que si on pose le postulat que dans le futur, ils auront toujours autant d'énergie que nous. Ce qui n'est pas vrai, je le disais, le pétrole conventionnel a atteint son pic, le schiste est en train déjà de descendre au bout de 15 ans parce que c'était artificiellement rentable à cause de l'argent magique, tiens donc, le revoilà. Donc c'est un emprunt qui ne sera pas remboursé. Et quand les générations futures, voire nos générations, feront défaut sur cet emprunt, et ça voudra dire simplement une destruction très importante de notre qualité de vie, de notre standard de vie, voire des conflits, des guerres, des migrations, ce que je n'ai personnellement pas envie de voir. Ouais. Est-ce que tu penses que Bitcoin pourrait être un antidote à cela? Est-ce que tu vois le Bitcoin devenir une monnaie plus large, sans parler forcément de réserve mondiale ou de monnaie, de nouvel étalon monétaire? Comment tu perçois un petit peu l'évolution du Bitcoin dans les prochaines années à venir? Je suis en préambule, j'essaye de ne pas verser dans le solutionnisme. C'est difficile, mais j'essaye de ne pas tomber dedans. C'est-à-dire que je ne souhaite pas donner l'impression que ce que je dis, c'est que le jour où Bitcoin devient étalon mondial, la planète est sauvée. Ce n'est pas vrai. Ce que j'essaye de dire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une condition nécessaire et pas suffisante. Donc ça veut juste dire qu'en fait, on peut déblatérer autant qu'on veut, on peut faire 45 COP, où il ne se passe jamais rien après. On peut continuer longtemps, c'est pas de problème. Voilà. Mais tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, qui est celui de la monnaie, qui conditionne tout le reste, c'est condamné à servir à pas grand-chose. Donc ça, c'est effectivement plus ce que je dis. Donc comment je le vois, c'était un peu la fin de la table ronde. C'est effectivement, c'est difficile de se projeter tellement d'incertitudes et de variables différentes, mais il y a plusieurs scénarios possibles. Soit c'est pas adopté. Ok, bon, ça c'est tout à fait possible. Et bon, ce truc-là retourne à zéro. Et puis moi, je vais planter des choux. Soit c'est adopté. Et là, il y a plusieurs façons, je pense, pour que ça arrive. Il y a un scénario catastrophe, c'est-à-dire c'est l'outil de résilience. Tout s'effondre, les fiat s'effondrent, les banques s'effondrent. Et en fait, le système économique, la bout de souffle, n'arrive plus à tenir et à faire semblant de. La confiance a disparu. Et dans ce cas-là, en fait, il y a un côté effectivement Titanic et canot de sauvetage où on essaye de s'accrocher à Bitcoin. Et par définition, du coup, il s'impose puisqu'il est le refuge. Et donc, c'est un peu la monnaie organique qui s'impose de cette façon-là, qui est élue. Mais le prix à payer, c'est quand même peut-être tous dans la merde, donc ce qui n'est pas terrible. Si tu as une version un peu plus démocratique, qui était celle que j'évoquais sur scène, qui est de dire, en fait, plus les gens l'adoptent et font une forme de
quiet protest, parce que voilà, ils achètent du bitcoin et vous constaterez que ceux qui achètent du bitcoin en règle générale réduisent leurs dépenses puisqu'ils n'ont pas envie de se séparer de leur bitcoin. Plus il y a des gens qui font ça, plus ces gens-là deviennent un marché électoral pour des politiques. Et un politique qui a un marché électoral, à un moment donné, il va être adressé par quelqu'un. Quelqu'un va s'adresser à ces gens-là. Et donc il va dire, bah voilà, moi je ferai le bitcoin, porte-monnaie. Tu racontais une anecdote au Parlement européen, il me semble, avec un député qui te disait... Plusieurs députés, oui, bah, c'est à l'époque, c'était il y a plusieurs années, 4-5 ans, mais c'était avant les européennes dernières, donc je ne sais plus quand c'était, mais c'était il y a un certain temps, oui, on parle de bitcoin, et pour eux c'était très dangereux à l'époque, ça n'a aucun intérêt, le risque-bénéfice était nul, c'était, si on en parle, on s'aliène potentiellement 90% de l'électorat qui, au mieux, n'a pas d'opinion, au pire pense que c'est nul et que ça détruit la planète et que c'est horrible, et pour les X% de restants, disons peut-être 2-3%, sur les 2-3%, bah, en fait c'est une majorité de jeunes qui ne votent pas et ils n'ont pas tous un avis positif dessus. Donc en fait je prends un risque inconsidéré pour aller choper éventuellement 1% de l'électorat. C'est un calcul politique qui est nul. Bah, plus on avance dans le temps, plus ce calcul politique devient plus intéressant. C'est qu'aujourd'hui... marché électoral aussi. Oui, je ne veux pas donner dans le cynisme, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a déjà plus un marché électoral. Aujourd'hui, 10% des Français ont de la crypto, c'est plus que les actions. Bon, si tu leur parles pas, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger. Donc, c'est pas devenu, comment dire en anglais, le one issue voter, une personne qui vote que pour le sujet Bitcoin. Mais par contre, ça devient important d'en faire au moins une partie de ton programme. Parce que tu vas avoir un Français sur 10 qui va commencer à dire bah, le mec en parle même pas, c'est pas un sujet pour lui, attendez, mais what the fuck. En fait, du coup, tu vas pas voter pour lui. Et ça, plus on avance dans le temps, étant donné qu'il y a que des jeunes, déjà, ça va devenir une population qui vote de plus en plus. Et ensuite, c'est surtout que ça va devenir majoritaire dans la population. Donc au bout d'un moment, après, est-ce que ça prend 5, 10, 15, 20 ans, j'en sais rien. Voilà. Mais donc ça, c'est la version démocratique où comme ça devient un marché, il faut l'adresser. Quand les politiciens s'y adressent, eux-mêmes, ils créent l'autoréalisation puisqu'ils en parlent, donc ils le rendent plus populaire. Et donc après, ça devient presque un non-sujet. En fait, tout le monde doit être pour, d'une certaine façon. Et l'autre façon, c'est aussi de faire prendre conscience à des décideurs publics que même en l'absence d'adoption, ça reste intéressant pour eux. Et ça, c'est mon talk de l'an dernier, c'est que si voilà, il y a des pays, on aimerait bien faire du commerce avec eux, on peut pas, c'est le dollar. Bon, c'est chiant quand même, on est la France, on est censé être un pays indépendant, et on peut pas commercer avec qui on veut. Merde. C'est-à-dire qu'on ne veut pas commercer. T'as un exemple peut-être Oui, les pays du Moyen-Orient qui ont actuellement pas tout à fait les meilleures relations du monde avec les États-Unis. Ils font du commerce avec nos voisins allemands, ils font du commerce avec le Royaume-Uni. Ils ont le droit de faire du commerce avec nous puisque nous ne sommes pas en embargo avec eux. Cependant, s'ils veulent nous payer en dollars, c'est le droit américain qui s'applique, donc ils ne peuvent pas. Maintenant, nous, on a même le problème à l'échelle au-dessus, qui n'a pas grand-chose à voir avec le Bitcoin, mais avec nos amis les banques, c'est que la France est un pays qui est particulièrement concentré sur son industrie bancaire. Donc même si tu trouves une entreprise française qui est OK pour dealer avec une entreprise du pays concerné, en fait, l'entreprise française va se retrouver, va dire OK, quelle banque est prête à accepter le virement sur mon compte bancaire d'une entreprise de ce pays-là. Toutes les banques françaises, toutes les grandes, donc les 5 en gros, sont exposées aux États-Unis. Donc si elles le font, elles perdent le marché américain. Donc elles ferment, merci, au revoir. Alors qu'en Allemagne, tu vas trouver des banques régionales, tu vas trouver des banques fédérales, tu vas trouver des banques locales, c'est beaucoup plus décentralisé qu'en France. Donc par exemple, Bitcoin résout le premier problème, il ne résout pas le deuxième. S'il n'y a que des banques pour... il résout le deuxième si en face l'entreprise française est OK pour faire la self-custody. Self-custody, donc avoir de l'autoconservation. Autoconservation. Posséder soi-même. Tu parlais tout à l'heure donc, de la sphère politique, qui est, je trouve, intéressante parce qu'on a eu récemment une actualité sur ça avec le candidat à la présidence de l'Argentine, Javier Milei. Et lui, il a parlé de Bitcoin dans son programme. Alors, il a un programme assez radical, c'est moins qu'on puisse dire. Moins qu'on puisse dire, très très libéral, c'est un libertarien. Non, parce qu'il ne l'est pas sociétalement. C'est-à-dire ? À partir du moment où on est contre l'avortement, je ne suis pas sûr qu'on soit parfaitement libertarien. Mais... Oui, en tout cas, il l'est économiquement. Oui. Ouais, voilà. Et il parle de Bitcoin. Alors, il parle de Bitcoin dans son programme comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce personnage Moi, j'en pense pas grand-chose, en vrai. Sur une partie de ses analyses, quand il parle des banques centrales et qu'il dit qu'effectivement, elles ruinent son pays, qu'ils ont quand même 100% d'inflation, des contrôles d'échange, des restrictions de liberté, en fait, de son point de vue, je pense que c'est difficile de penser autre chose, en réalité. Mais sur le candidat en tant que tel, sur la politique argentine, j'ai pas d'avis. C'était plus la question sur comment tu vois l'émergence de personnalités
public, ça me semble inévitable. politique qui commence à parler de Bitcoin. Ça me semble inévitable. Et ça me semble inévitable dans les pays qui en ont besoin, donc Amérique latine, Afrique, Asie du Sud-Est. Après, il y a aussi le combo avec est-ce que le pays a de l'énergie abondante et pas chère, qui peut rendre le minage intéressant, y compris au niveau étatique. Mais on avait fait ça alors quand j'étais encore chez KPMG l'an dernier. Notre rapport annuel, il annonçait donc en 2022, janvier 2022, on disait cette année va être géopolitique. Ça n'avait pas une guerre 2 mois plus tard, mais en tout cas on avait pressenti qu'il y avait un vrai sujet autour de la géopolitique qui montait sur Bitcoin, et il se trouve que du coup le Salvador en a fait sa monnaie cette année-là, etc. Enfin l'année d'avant venait d'annoncer pour la monnaie, et nous on avait fait une cartographie pour dire voilà les pays susceptibles. En tout cas pertinent, pas susceptible, parce qu'on ne voulait pas non plus faire de voilà, mais pertinent pour adopter Bitcoin. Et en fait, tu retrouves l'Asie centrale, tu retrouves l'Afrique subsaharienne, tu retrouves l'Asie du Sud-Est, tu retrouves l'Amérique latine, où effectivement, quand ta monnaie n'est pas stable, quand les gens ne sont pas bancarisés, quand il y a une défiance envers le gouvernement, tu coches toutes les cases. Là où nous, on a un biais, c'est que la France est le pays qui coche le moins de cases. Parce que non seulement on est tous bancarisés, on a une des monnaies les plus fortes du monde, les Français sont réticents au risque culturellement, on a un État qui est centralisé, peut-être un des premiers États centralisés du monde, je sors les empires type Chine et autres, d'ailleurs on pourrait arguer s'ils sont centralisés, c'est un autre sujet, mais en tout cas on est presque la nation inventrice de l'État-nation, donc on a un rapport à l'autorité, au pouvoir central, à Paris, etc., qui fait qu'on doute des choses qui sont décentralisées. Donc tu peux prendre la France sur toutes les cages et toutes les verticales, on est les derniers à adopter ce truc-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le dernier rapport là, sur KPMG Ipsos Adan sur les Français et la crypto, on constate que par rapport aux autres pays européens, il y a moins d'adoption en France, bon ça c'est pas étonnant, mais par contre c'est une adoption qui semble plus saine. C'est-à-dire que, prenons l'exemple des Pays-Bas, où il y a de mémoire 16 ou 17% déjà des gens qui ont de la crypto. Quand la BCE a fait son sondage sur les gens qui ont de la crypto, elle leur a demandé pourquoi, investissement, paiement, whatever. Et en fait, les Pays-Bas, c'est quasiment 100% des gens qui ont de la crypto, c'est pour spéculation. Et ce qu'on constate, c'est que si on compare les chiffres de cette année aux chiffres de l'an dernier, en fait, la France, globalement, elle monte tranquillement. Elle monte moins que les autres, mais elle monte tranquillement. Et les gens, en fait, qui ont acheté du Bitcoin en France, il semblerait qu'ils soient convaincus. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas acheté pour le vendre quand ça baisse. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais en tout cas, la tendance, c'est que les gens qui achètent du Bitcoin en France, ils l'achètent après avoir fait la démarche de comprendre ce que c'est, pourquoi, etc. Okay. Exactement. Alors que les autres, tu constates qu'en fait, ça passe de 16 à... ça baisse, en fait. Ou que c'est que des gens qui font de la spéculation, ou que des gens qui font whatever. Donc, le revers de la médaille d'avoir un pays qui est particulièrement averse au risque, qui est très centralisé, etc., c'est que, en fait, le chiffre que tu obtiens des gens qui ont des cryptos, c'est des gens qui ont fait un effort surhumain pour s'y intéresser et pour investir. Et donc, en règle générale, tu es sur du solide. Tu n'es pas sur des week-ends, pour reprendre l'expression Bitcoin. Tu développes aussi dans ton article qui est disponible sur Medium, on mettra peut-être le lien dans la description, bien sûr. Tu parles du rapport du GIEC, donc qui fait ces scénarios du plus optimiste au moins optimiste, et je crois que c'est plus une matrice, c'est-à-dire que ils ont une matrice bidirectionnelle, enfin bref avec 2 flèches quoi, et ils en ont plusieurs. Il y a l'adaptabilité versus l'atténuation du changement climatique, et il y a des scénarios socio-économiques de compétitivité, est-ce qu'on collabore, est-ce qu'on collabore pas. Et effectivement, il y a un de ces matrices dans lequel il pose 5 grands scénarios. Mais c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. En réalité, c'est sur la matrice. Okay, voilà. C'est une matrice. Et effectivement, il y a des scénarios qui sont dits collaboratifs, il y en a qui le sont moins. Et le scénario le plus optimiste, c'est on arrive à atténuer le changement climatique, on conserve une croissance plus ou moins limitée, tout le monde collabore avec des bisounours et tout se passe bien. Ça, c'est un scénario effectivement optimiste. Le scénario pessimiste, c'est la mondialisation se finit, on se régionalise, les tensions reprennent, on ne fait plus confiance aux voisins, on commence à fermer son pays, et en fait, tu lis ça, tu fais c'est le monde actuel en fait. Ouais. Et le problème, c'est que la description du monde actuel, la conclusion du GIEC, c'est en fait, il vaudrait mieux ne pas y aller là-dedans. Et le problème, c'est que je dis, bah oui, mais on y est en fait, donc on fait quoi? Toi, ce que tu dis, c'est que Bitcoin, ça peut c'est compatible avec un scénario compétitif. Voilà, ça s'imbrique dans un monde... En fait, Bitcoin crée des incitations. Prenons l'exemple de la chasse au méthane. C'est rentable d'être écolo dans le système Bitcoin. C'est rentable. C'est-à-dire que c'est plus une punition, c'est plus une réglementation, c'est plus 35 États qui se réunissent autour d'une table pour une COP et qui décident que dans 15 ans, on va peut-être envoyer quelqu'un vérifier que Michel remplit bien la case numéro B28. Si tu le fais pas,
ton concurrent est plus rentable. Donc en fait, je n'ai besoin de rien faire, j'ai même pas besoin de le financer d'ailleurs, pour que l'incitation, si on enlève d'ailleurs l'aspect image, qui est vraiment le dernier frein, encore une fois, les Crusoe, les Conoco, etc., qui vont pas ou qui sont réticents à y aller, prenons EDF, qui a quand même idéologiquement dit non, on touchera jamais à Bitcoin, c'est nul. En fait, si tu enlèves ce vernis idéologique, il n'y a aucun monde dans lequel, dans quelques années, si tu es énergéticien, tu es mineur. Ça n'a aucun sens de ne pas l'être. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est compatible avec un scénario compétitif, c'est que même si on se déteste tous, et qu'on arrête de collaborer, et qu'on ne fait plus de COP, et qu'on ne fait plus... on s'en fout, ça continue de fonctionner. Et c'est concret maintenant, c'est-à-dire que si tu le fais pas, ton voisin sera plus rentable. Donc c'est d'autant plus fonctionnel dans un scénario compétitif, j'allais dire, si je veux en mettre un peu provocateur, c'est que plus tu n'as pas envie que ton voisin se développe plus vite que toi, plus tu vas le faire toi-même. Donc ça c'est important parce que ça donne une petite lueur d'espoir dans le fait que le scénario qu'on vit est un scénario compétitif, voilà, deal with it, c'est le cas, c'est chiant, mais voilà, that's it. Et bah en fait il n'y a pas de solution. Potentiellement il y en a une. Alors peut-être qu'il faut travailler les deux aussi, travailler le volet collaboratif. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut arrêter de se parler. Je ne suis pas en train de dire s'il vous plaît faisons la guerre. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis c'est que il ne faut pas confondre son souhait avec la réalité. C'est un peu de la réelle politique, c'est-à-dire tu peux souhaiter que le dirigeant chinois ne soit pas Xi Jinping et qu'il fasse des génocides. Il se trouve que c'est le dirigeant chinois, donc tu fais quoi? T'arrêtes de lui parler? Donc c'est toujours la même chose, c'est que il faut y aller avec une forme de pragmatisme. De pragmatisme. Le problème, c'est que je ne voudrais pas donner l'idée qu'il y a des courants idéologiques qui sont pragmatiques et les autres non. C'est pas tout à fait vrai. Le pragmatisme n'est pas une idéologie. Mais en tout cas, il y a ce côté, le réel existe et il ne faut pas essayer à tout prix de prendre son idéologie et de changer le réel pour que ça fonctionne. Dans le cas qui nous intéresse, moi, je ne veux pas de la guerre, de la faim et de la migration. Mais il y en a. C'est l'inverse que tu veux. Bah oui, mais il y en a. Donc je fais quoi? Je dis non, ça n'existe pas. Et je ferme les yeux et en fait je me réveille dans 10 ans et j'ai pas du tout géré ni anticipé. Ou je dis merde, ça existe. Bon bah il faut qu'on trouve un moyen. Bah, c'est plutôt ça que je dis. Je dis vu que ça existe, ça ne me satisfait pas que la conclusion du GIEC c'est vaudrait mieux pas que ça existe parce que j'ai pas de solution. Donc voilà. Je te propose qu'on termine sur cette touche pragmatique ou alors en tout cas réaliste, je sais pas. On est contraint un petit peu par le temps, on va te laisser bien sûr aller voir aussi les autres conférences qui continuent. Merci. Ici. On te remercie beaucoup, je te remercie d'avoir pris le temps. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis à une prochaine fois également et au revoir à tous. Merci.